Un immense trésor se cache sous la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Des scientifiques ont découvert un gisement de 13 millions de tonnes de cuivre, qui pourrait valoir plus de 100 milliards de dollars. Cette découverte pourrait être un énorme coup de pouce économique pour l'Argentine, qui traverse des difficultés financières depuis des décennies. Mais il est trop tôt pour se réjouir. L'extraction sera un défi colossal, et même s'ils y arrivent, le prix à payer pourrait être très lourd. Le premier gros problème, c'est l'emplacement. La mine se trouve dans les Andes, le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine. On parle de la plus haute chaîne de montagnes en dehors de l'Asie. Le gisement de cuivre Filo del Sol se situe près du sommet de l'une de ces montagnes, à environ 5000 mètres d'altitude. Pour vous donner une idée, c'est environ 3 fois plus haut que le mont Washington. Et comme tout endroit difficile d'accès, acheminer du matériel là-haut est un vrai cauchemar. Mais exploiter une mine à cette altitude, ce n'est pas seulement un problème logistique, c'est aussi dangereux pour les travailleurs. Certaines études suggèrent qu'il pourrait développer le MCC, le mal chronique des montagnes. Quand on passe des jours à de telles altitudes, Le corps manque d'oxygène et produit trop d'hémoglobine. Et ça, ce n'est pas bon. Ça peut provoquer de la fatigue, des maux de tête et des vertiges. à terme, ça peut entraîner de graves problèmes de santé. Ce sont deux des principaux obstacles à une extraction de cuivre à grande échelle dans cette zone. Mais en réalité, le gisement de Filo del Sol n'est pas nouveau. On le connaît depuis les années 90. Ce qui est nouveau, c'est que les scientifiques pensent maintenant que la zone contient 5 fois plus de métal que prévu initialement. Cette découverte a attiré l'attention de l'industrie minière, car il pourrait s'agir de l'une des plus grandes réserves de cuivre au monde. Mais transformer un gisement en mine opérationnelle prend du temps, et ça peut coûter énormément d'argent. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles estimations, des entreprises se disent prêtes à investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans la ceinture de cuivre inexploitée de l'Argentine. Cet investissement pourrait s'avérer rentable. Selon les études, cette mine pourrait être exploitée pendant plus de 70 ans. C'est assez long pour traverser plusieurs cycles de haut et de bas économiques. Mais cela implique un compromis dangereux. D'un côté, le monde a besoin de plus de cuivre. De l'autre, l'extraire pourrait endommager les choses mêmes pour lesquelles on en a besoin. Je sais, ça semble contradictoire, mais suivez-moi. Le cuivre est devenu essentiel ces dernières décennies, parce qu'on le retrouve dans presque tout ce qui est nécessaire à la transition énergétique. Voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes. La demande mondiale de cuivre devrait donc exploser dans les années à venir. Elle pourrait largement dépasser l'offre, portée par l'essor de l'intelligence artificielle et l'abandon progressif des énergies fossiles. Les estimations prévoient une hausse de la demande d'environ 30% d'ici 2040. Mais avant même cela, on pourrait faire face à une pénurie dans les 10 à 15 prochaines années. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette immense ressource dans les Andes attire autant l'attention. Son extraction pourrait accélérer la transition énergétique et bouleverser les cours mondiaux des métaux. La deuxième raison, c'est que le gisement de Filo del Sol contient aussi d'importantes quantités d'argent et d'or. Ces deux métaux conduisent très bien l'électricité. C'est pourquoi ils sont largement utilisés dans l'électronique. Ils deviennent de plus en plus importants dans des domaines comme l'aérospatial, les satellites et les réseaux 5G. C'est presque comme si l'Argentine venait de gagner au loto. Trouver une ressource de cette ampleur pourrait rapporter des milliards de dollars, créer des milliers d'emplois et attirer les investissements étrangers. Le pays pourrait devenir un acteur majeur de l'industrie du cuivre. Il serait plus riche et plus puissant, mais ça pourrait avoir un coût énorme. Des millions de personnes pourraient manquer d'eau potable. Ce qu'il faut savoir sur les hautes montagnes, c'est qu'elles stockent l'eau sous forme de glace et de neige. C'est crucial, car elles alimentent en eau potable des populations du monde entier. Les montagnes ne couvrent qu'environ 25% des terres émergées, mais elles fournissent près de 60% de toute l'eau douce. En Argentine, c'est pareil. Les Andes stockent l'eau dans la neige et les glaciers, et cette eau s'écoule ensuite dans les rivières et les cours d'eau. Dans la ville de Mendoza, par exemple, l'eau des montagnes alimente les foyers et permet d'irriguer les cultures. Donc, avoir des opérations minières près de ces glaciers est une vraie source d'inquiétude. L'exploitation minière demande énormément d'eau. Pour vous donner un exemple, l'un des plus grands sites miniers du pays, la Alumbrera, utilise environ 25 milliards de litres d'eau par an. Ça représente environ 34% de toute l'eau consommée par les habitants de la région sur la même période.
Certains experts alertent. L'exploitation minière à grande échelle pourrait modifier le débit des rivières andines, ce qui signifierait que des millions de personnes pourraient manquer d'eau. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas seulement Mendoza qui serait touché. L'Argentine compte plus de 16 000 glaciers. Ils alimentent en eau 36 bassins fluviaux, répartis dans 12 provinces, où vivent environ 7 millions de personnes. Ça a déclenché un conflit majeur dans le pays. L'Argentine avait en fait des lois pour protéger les glaciers, et donc aussi l'eau potable. C'était d'ailleurs le premier pays au monde à adopter ce type de réglementation. En gros, la loi stipulait que les activités commerciales ne devaient en aucun cas endommager les glaciers et les réserves d'eau. Point final. Mais ces règles ont été assouplies très récemment. Désormais, c'est aux autorités de chaque province de décider si les glaciers de leur région sont considérés comme stratégiquement importants. En gros, elles doivent décider si l'eau est essentielle pour la population, l'agriculture ou la recherche. Si c'est le cas, très bien, les glaciers seront protégés. Mais sinon, eh bien, les protections environnementales ne servent plus à grand-chose. Il y a deux façons de voir cette situation. Les partisans disent que ça pourrait créer des emplois, générer des revenus et renforcer son influence. Ça pourrait dynamiser les économies locales et régionales, et même faire de l'Argentine une grande puissance économique. Les autorités soulignent que l'Argentine n'exporte quasiment pas de cuivre, alors que le Chili, qui partage la même cordillère, en exporte pour environ 20 milliards de dollars par an. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Assouplir ces règles pourrait aussi faciliter la transition énergétique du pays. L'Argentine doit trouver et extraire ses minerais, si elle veut s'affranchir des énergies fossiles. Comme je l'ai dit, ils sont indispensables à la fabrication des panneaux solaires, des batteries et des éoliennes. Ils sont la base d'un avenir plus vert. Mais en même temps, ça soulève des inquiétudes. Les experts opposés à l'assouplissement des protections environnementales craignent que les populations manquent d'eau. Selon eux, on ne sait pas vraiment quels critères seront utilisés pour déterminer quelles sources d'eau sont essentielles et lesquelles ne le sont pas. Ce qui signifie que n'importe quel glacier, voire les environnements alentours, pourraient être menacés. Ces experts reconnaissent peut-être que le monde a besoin de ces métaux pour un avenir plus propre. Mais détruire l'approvisionnement en eau de millions de personnes, c'est peut-être un prix trop élevé. Donc, à ce stade, vous voyez sans doute à quel point ce problème est complexe. C'est un vrai cercle vicieux. On sait que les glaciers fondent à cause du changement climatique. Pour y remédier, il faut plus d'énergie verte. Mais pour produire plus d'énergie verte, il faut plus de matériaux, comme le cuivre. Et pour obtenir plus de cuivre, on risque d'endommager les sources d'eau même que ces glaciers alimentent. Au final, c'est un paradoxe, et il n'y a pas de réponse simple. Et on ne sait pas non plus quand ce trésor sera réellement exploité. Estimer la taille d'un gisement, c'est un peu comme faire l'inventaire d'un entrepôt auquel on n'a pas encore totalement accès. Ça repose sur des forages, des analyses en laboratoire et des modèles informatiques. Et les résultats sont ensuite classés selon le degré de certitude des scientifiques. Donc, les chiffres peuvent évoluer, et ce n'est pas la même chose que du métal réellement vendable. Les entreprises doivent encore prouver qu'elles peuvent l'extraire en toute sécurité, traiter la roche et gérer les déchets, tout en respectant la loi et le budget. Et vu tout ce dont on a parlé, rien de tout ça ne sera facile. Pendant des décennies, le voyage dans le temps a été rejeté comme impossible. Mais ce physicien vient de décoder le mystère en utilisant la mécanique quantique. Il essaie de prouver que les boucles temporelles pourraient réellement exister sans briser la réalité. Cela pourrait-il être le premier vrai pas vers la construction d'une machine à voyager dans le temps ? Dans la vie de tous les jours, nous avons l'habitude que le temps avance en ligne droite. Il va du passé, au présent, vers le futur. C'est ainsi que les gens le percevaient avant Einstein, car c'est ainsi que nous le ressentons. Mais lorsqu'Einstein est arrivé, il a raconté une histoire très différente. Il a montré que l'espace et le temps sont entrelacés, comme un tissu flexible, en une seule chose appelée espace-temps. L'espace lui-même peut se courber et se tordre, et le temps fait de même avec lui. Le tissu de l'espace-temps se courbe et devient incurvé lorsque nous y plaçons des objets lourds, comme des planètes, des étoiles ou des trous noirs. Plus l'objet est lourd, plus il sera étendu et courbé, ralentissant le temps autour de lui. Des films comme Interstellar l'ont très bien montré. Même si les personnages ne passent que quelques heures sur la planète, lorsqu'ils retournent au vaisseau spatial, 23 ans se sont écoulés pour l'astronaute qui les attend là-bas. Pourquoi ? Parce que l'extrême gravité des trous noirs déforme ce tissu de l'espace-temps lui-même.
Et plus vous vous en approchez, plus les choses ralentissent, pour vous. Cela semble fou, mais c'est ainsi que fonctionne notre univers. Et ce n'est pas seulement les trous noirs. Tous les objets massifs, comme le Soleil par exemple, courbent le tissu de l'espace-temps autour d'eux. C'est également la raison pour laquelle les planètes suivent des trajectoires courbes en orbite. Tout cela a donné à réfléchir aux physiciens. Si nous pouvons courber l'espace-temps, pouvons-nous le courber de manière à en faire une boucle? Ce serait comme entreprendre un voyage qui revient sur lui-même. Ce qui signifie que si vous le suivez, vous pourriez retourner dans le passé et revivre les mêmes moments. Ce serait vraiment fou. Imaginez que vous descendez un couloir en vous attendant à sortir par une porte au bout. Mais au lieu d'une porte, vous vous retrouvez exactement là où vous avez commencé, entrant dans votre passé. Ils ont inventé ces boucles imaginaires et les ont appelées courbes de genre temps fermé, ou CTC en abrégé. Mais imaginez à quel point il serait difficile de réaliser quelque chose comme ça. Oui, les objets lourds peuvent étirer et tordre l'espace-temps. Mais même ces choses massives ne bouclent pas le temps. Elles se contentent de le ralentir très fortement. C'est hypothétiquement possible, mais cela nécessiterait des conditions extrêmement extrêmes. Par exemple, si le trou noir reçoit un petit coup de pouce supplémentaire, en tournant, il pourrait théoriquement courber l'espace-temps autour de lui en une boucle. Il y a aussi des idées farfelues, comme la matière exotique et les trous de verre, mais elles sont toutes spéculatives. Mais supposons qu'il existe une manière de créer une CTC. La création n'est pas notre seul problème. C'est là que commencent les paradoxes. Si une boucle temporelle pouvait exister, ne créerait-elle pas des contradictions? Le paradoxe du grand-père n'est qu'un exemple. Si vous suivez une grande boucle comme celle-là et empêchez accidentellement votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, cela signifierait que l'un de vos parents ne naît jamais, et vous non plus. Alors, comment pourriez-vous voyager dans le temps en premier lieu? Ou que vous arrive-t-il après cela? Il existe d'autres idées comme celle-là, comme détruire votre machine à voyager dans le temps avant de l'utiliser, ou donner à William Shakespeare ses propres pièces. Il existe une infinité de paradoxes possibles. Tout cela se produit à cause de l'entropie. C'est l'une des principales lois de la physique, cette idée selon laquelle le chaos dans l'univers augmente toujours. Les choses commencent de manière normale et structurée, mais finissent par se désintégrer, devenant étranges et chaotiques, et ne peuvent jamais revenir en arrière. La glace fond, mais ne se reglace jamais d'elle-même dans sa forme originale. Nos corps vieillissent au lieu de rajeunir. Nous nous souvenons du passé, mais pas du futur. Tous ces éléments sont des exemples d'entropie. Alors, si le voyage dans le temps était possible, comment l'entropie se comporterait-elle? Un verre cassé se réparerait-il? Les gens rajeuniraient-ils? Et les gens perdraient-ils la mémoire? C'est exactement ainsi que naissent des paradoxes, comme le paradoxe du grand-père. Eh bien, c'est là que la théorie récente change tout. Le physicien Lorenzo Gavassino a une idée géniale pour expliquer ce problème. Il s'est attaqué au mambo-jumbo quantique, travaillant avec quelque chose appelé fluctuation quantique. Voyez-vous, l'univers n'est jamais complètement immobile. Même dans l'espace vide, au niveau le plus infime possible, il existe des variations aléatoires constantes d'énergie. Ce sont ces fluctuations quantiques, elles ressemblent à de minuscules tremblements, imprévisibles qui apparaissent et disparaissent. Oui, notre univers est tout simplement étrange comme ça. C'est comme un lac. À une échelle normale, il semble lisse, mais si vous zoomez très près, vous verrez de minuscules ondulations imprévisibles se former et disparaître tout le temps. Notre univers est le même avec les fluctuations quantiques. Ces fluctuations se produisent partout, et elles deviennent vraiment importantes lorsqu'il s'agit de phénomènes tels que les trous noirs et les boucles temporelles. Maintenant, revenons aux boucles temporelles. Gavassino dit que dans une boucle temporelle, les fluctuations quantiques perturbent l'entropie d'une manière étrange. Idéalement, le chaos devrait augmenter, comme d'habitude. Nous vieillissons, notre combinaison spatiale s'use, les choses cassées ne se réparent pas toutes seules, et ainsi de suite. Mais il semble que, au lieu d'augmenter constamment, le chaos dans une boucle temporelle peut diminuer de manière aléatoire. Cela signifie que des choses qui devraient être irréversibles, comme le vieillissement ou la rupture de quelque chose, pourraient en fait se renverser. Donc oui, si vous essayez de faire quelque chose de fou pendant un voyage dans le temps, ça ne fonctionnera pas vraiment. Si vous essayez d'empêcher votre grand-père de devenir votre grand-père, l'univers pourrait inverser ce changement, faisant comme si cela ne s'était jamais produit. Si vous voyagez dans le passé, vos souvenirs pourraient disparaître, ce qui signifie que vous ne souviendriez pas du futur d'où vous venez.
Et si vous essayez de briser la causalité, l'univers pourrait simplement éliminer la contradiction. Le temps trouverait toujours un moyen de se corriger, évitant ainsi les paradoxes. Les scientifiques le soupçonnèrent depuis un certain temps déjà. Beaucoup d'entre eux ont cru que si le voyage dans le temps était possible, l'univers empêcherait d'une manière ou d'une autre des paradoxes étranges. En gros, il veillerait à ce que tout ce qui se passe soit logiquement cohérent avec lui-même. Eh bien, le travail de Gavassino a essentiellement fourni une preuve mathématique de cela en utilisant la mécanique quantique. Bien sûr, il y avait une autre théorie farfelue, celle avec les univers multiples. Vous l'avez certainement vu dans les films. Elle dit que lorsque nous voyageons dans le temps et changeons quelque chose, nous créons simplement une nouvelle ligne temporelle. L'ancienne reste, mais celle-ci irait dans une direction complètement différente. Mais cette idée relève plus de la science-fiction stylée que des mathématiques et de la physique véritable. Mais cela signifie-t-il que le voyage dans le temps existe réellement? Eh bien, pas pour le moment. Même si les boucles temporelles pourraient théoriquement exister, cela ne signifie pas qu'elles existent réellement dans la vie réelle. Stephen Hawking, par exemple, pensait que ces boucles temporelles sont impossibles. Il a dit que l'univers fonctionne de telle manière qu'il empêcherait simplement la formation de boucles temporelles. Il a même organisé sa célèbre Fête des voyageurs temporels. Malheureusement, personne ne s'est présenté. Mais de nombreux physiciens croient encore que le voyage dans le temps est impossible, du moins à une échelle macroscopique. Ils ont même un peu réussi à le faire. Par exemple, des équipes d'Oxford et de Vienne ont voulu voir s'ils pouvaient faire revenir un seul électron dans le passé. Et ils ont réussi à le faire à l'intérieur d'un ordinateur quantique. Cependant, l'effet était minime, seulement une fraction de seconde. Recréer cela serait normalement absolument insensé. Si nous voulions observer quelque chose comme cela naturellement, nous devrions observer 10 milliards d'électrons par seconde pendant toute la durée de l'univers. Et même alors, nous ne le verrions qu'une seule fois. Plus ils essayaient de remonter le temps pour les particules, plus les erreurs apparaissaient. Avec un tout petit électron, cela fonctionnait bien. Mais lorsqu'ils atteignaient 3 électrons, la précision chutait de moitié. Mais même si nous ne trouvons jamais un moyen de voyager dans le temps, comprendre toutes ces choses pourrait encore beaucoup nous aider. Cela nous aiderait à étudier les trous noirs, l'univers primitif et même la technologie quantique. Donc, même si les machines à voyager dans le temps relèvent encore de la science-fiction, cette recherche nous rapproche de la compréhension de notre univers. Sous le sol gelé de la région la plus septentrionale de Finlande repose une découverte dont le potentiel pourrait bouleverser le sort du monde. Qu'il s'agisse d'énergie nucléaire ou de mobilité électrique. Ces minéraux donnent l'impression qu'un futur digne de science-fiction est à portée de main. Mais comme souvent, les choses ne sont pas si simples. Voyons pourquoi. Tout au nord de la carte s'étend la région nommée Laponie, un territoire qui ne serait, paraît-il, peuplé que d'adorables petits lapins gambadant gaiement en quête de carottes. Non, je plaisante. C'est un coin isolé et enneigé de la Finlande où les rennes surpassent en nombre les humains. Là, le ciel nocturne s'embrase d'aurores boréales près de 200 fois par an. Et, soit dit en passant, le Père Noël y aurait élu domicile. En 1985, la Finlande a officiellement déclaré que Santa Claus résidait à Rovaniemi, une ville située juste au sud du cercle polaire arctique, en Laponie. On y a même bâti le village du Père Noël, où les visiteurs peuvent le rencontrer, franchir la ligne du cercle polaire et visiter son bureau de poste principal, lequel reçoit chaque année des centaines de milliers de lettres d'enfants venus du monde entier. Ainsi, cet endroit est bien plus connu pour l'atelier du Père Noël que pour ses découvertes scientifiques. Mais bien en dessous de la glace et des forêts de pins se trouve le gisement de Sokli, un vaste site géologique étudié depuis des décennies. Il était réputé pour son fer et son phosphate. Le premier sert à fabriquer presque tout, tandis que le second devient le plus souvent un engrais destiné à nourrir la planète. Cependant, des analyses récentes ont révélé la présence d'éléments de terre rares, de niobium, ainsi que de traces de métaux radioactifs tels que le thorium et l'uranium. C'est la possibilité du thorium qui a suscité l'enthousiasme des médias. Ce métal naturellement présent dans la croûte terrestre est légèrement radioactif et bien plus répandu que l'uranium, environ 3 à 4 fois davantage. Les scientifiques s'y intéressent de près, car il pourrait être converti en combustible nucléaire avec un rendement énergétique colossal. Un simple fragment de thorium de la taille d'une balle de golf pourrait, en théorie, produire autant d'énergie que plusieurs tonnes de charbon.
il offre aussi plusieurs avantages essentiels. Les réacteurs au thorium produiraient bien moins de déchets, ce qui rendrait ce métal plus facile à confiner et plus sûr à employer. Il a d'ailleurs une particularité curieuse. Autrefois, on l'utilisait dans les manchons des anciennes lanternes à gaz, car il brillait sous l'effet de la chaleur. Et ce n'est pas tout. Le gisement de Sokli renferme d'autres minéraux rares, indispensables à la fabrication des aimants présents dans les éoliennes, les voitures électriques et même les téléphones. Avec un financement adéquat, ce site unique pourrait permettre à l'Europe de construire des milliers d'éoliennes ou d'alimenter des millions de batteries. Alors, la Finlande et le reste du monde ont-ils gagné à la loterie géologique? Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ne fonctionnent pas au thorium, mais à l'uranium, ce combustible fiable qui alimente les réacteurs depuis des décennies. Tout le système, de l'extraction à la conception des réacteurs jusqu'à la gestion des déchets, est fondé sur lui. L'uranium fournit déjà environ 10% de l'électricité mondiale. Dans certains pays, comme la France, il en est même la principale source. Il fonctionne, alimente des millions de foyers, et l'industrie en maîtrise parfaitement l'usage. Le thorium ne joue pas selon les mêmes règles. N'étant pas fissile, il ne peut pas se scinder et libérer de l'énergie par lui-même. En d'autres termes, il requiert une aide extérieure pour devenir utile. On ne peut pas simplement le glisser dans un réacteur classique en espérant qu'il se mette à fonctionner. Ce serait aussi absurde que de vouloir recharger une Tesla en y versant de l'essence. Exploiter le thorium impliquerait donc de concevoir des réacteurs d'un tout autre type, ainsi qu'un système capable de les soutenir. Une technologie encore expérimentale, coûteuse, et loin d'être prête pour un usage à grande échelle. Ainsi, oui, le thorium de Sokli a de quoi impressionner. Il brille d'un éclat prometteur. Mais pour l'heure, il demeure enfoui en attente d'avancées technologiques et d'investissements futurs. Quant aux autres éléments de terres rares, le néodyme et le praséodyme, ils se révèlent peut-être difficiles à prononcer, mais se cachent désormais dans presque tout, des écouteurs aux puissants appareils IRM des hôpitaux. Ils actionnent les moteurs des véhicules électriques et permettent aux immenses éoliennes de tourner. En somme, ils sont devenus omniprésents. Et puis, il y a le niobium. Ce métal renforce l'acier. En y ajoutant une faible quantité, on obtient des alliages plus solides et plus légers, utilisés dans les ponts et même dans les fusées. Aujourd'hui, l'Europe en importe la quasi-totalité, essentiellement du Brésil. Si le site de Sokli était exploité, la Finlande pourrait fournir au continent une source locale. Mais encore une fois, la situation est complexe. Comme on l'a mentionné, la Laponie est l'un des plus beaux territoires de la planète. C'est aussi l'un des derniers grands espaces sauvages d'Europe, où les forêts de pins s'étendent sur des kilomètres. L'extraction de ces matériaux aurait forcément des conséquences. Elle pourrait dégrader le paysage, mécontenter le Père Noël, ou fragiliser les écosystèmes arctiques. Après tout, il s'agit d'éléments radioactifs. Il ne s'agit toutefois pas que de nature. Les communautés autochtones Sami vivent en Laponie et participent aux décisions prises sur leurs terres. La situation reste donc délicate et dépendra de recherches et de progrès technologiques. D'ici là, quels autres lieux sensibles pourraient renfermer du thorium? Le thorium, en réalité, n'est pas difficile à trouver. On en découvre dans les sables côtiers et les dépôts montagneux. Mais l'endroit le plus fascinant pour en extraire serait la Lune. Dans les années 1990, la sonde Lunar Prospector de la NASA a cartographié sa surface et repéré des zones riches en thorium. De quoi motiver les futures missions lunaires. D'autant que notre satellite abriterait aussi des éléments comme l'hélium-3, rarissime sur Terre. L'exploitation minière lunaire pourrait offrir une solution idéale. Les entreprises y feraient face à bien moins de concurrence, même si cela représenterait un défi colossal pour l'humanité. La Lune étant dépourvue d'atmosphère et exposée aux radiations comme aux écarts de température extrêmes. À voir si le jeu en vaut la chandelle. Entre-temps, revenons sur Terre pour une autre découverte, apparemment sans rapport. En explorant les grands fonds océaniques, des scientifiques ont récemment mis au jour quelque chose d'étonnant. Dans les plaines abyssales du Pacifique, ils ont trouvé des nodules polymétalliques, sortes d'amas de métal de la taille d'une pomme de terre, essentiels à la fabrication des batteries. Mais l'aspect le plus surprenant, c'est que ces nodules semblaient libérer de l'oxygène dans l'eau. Les chercheurs ont appelé ce phénomène l'oxygène noir. D'ordinaire, l'oxygène provient de la photosynthèse qui requiert la lumière du soleil pour atteindre les plantes, les algues ou les bactéries.
Or, dans ces sombres profondeurs, aucune lumière ne parvient. L'hypothèse est que ces roches fonctionnent comme de minuscules batteries. Leur surface génère de faibles courants électriques capables de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. En somme, ces pierres respireraient de l'oxygène d'elles-mêmes, silencieusement. Si c'est avéré, cela pourrait transformer notre compréhension de la vie abyssale. Certaines créatures ne dépendraient plus seulement des évents hydrothermaux, ni de la matière tombée des hauteurs, mais recevraient un apport d'oxygène directement des roches. Les recherches en sont encore à leur début, et certains spécialistes estiment que cet oxygène pourrait être contaminé, ou présent en quantité négligeable. Mais s'il est bien réel, il signifierait que la vie des profondeurs dispose d'une source d'oxygène cachée, inconnue jusqu'ici. À la fois inquiétant, mystérieux et fascinant. Cette découverte soulève aussi des questions sur la vie ailleurs. Si les roches terrestres peuvent produire de l'oxygène dans l'obscurité, peut-être que les océans extraterrestres de Lune comme Europe ou Encelade en font autant. L'univers pourrait ainsi regorger de fabriques d'oxygène secrètes, prêtes à nous surprendre. Enfin, au-delà du thorium, la Finlande a récemment fait les gros titres avec une autre découverte géologique remarquable. Des chercheurs ont trouvé des cristaux de zircon charriés par les rivières. En les étudiant de près, ils ont remarqué que leur signature chimique différait des roches locales et provenait du Groenland. Cela suggère qu'une partie du socle scandinave pourrait en réalité venir de là. En termes simples, la Scandinavie se serait détachée du Groenland avant de dériver à travers l'océan. Il y a plusieurs milliards d'années, ce lien inattendu rend le paysage nordique bien plus ancien et fascinant qu'on ne l'imaginait. Quant à savoir si le gisement de Sokli pourra un jour fournir une énergie presque infinie, nul ne peut encore le dire. Chaque jour apporte son lot de découvertes qui stimulent la réflexion et élargissent nos connaissances. Qui sait quelles technologies ou ressources cachées la prochaine décennie révélera? Sur ce, permettez-moi de vous quitter. Maintenant que je connais son adresse, je dois écrire une lettre au Père Noël. J'essaie toujours de quitter sa liste des vilains garçons. Quelque part, près de Saturne, se trouve une lune glacée nommée Encelade, qui expulse des gerbes de glace dans le vide spatial. Or, cette glace renferme les constituants mêmes de la vie. De plus, un vaste océan repose sous sa croûte gelée. Et qui sait ce qui s'y cache? Encelade ne mesure qu'environ 480 km de diamètre. Ces dimensions lui permettraient presque de tenir dans le Colorado. Pourtant, malgré sa petite taille, elle recèle de l'eau liquide, une énergie issue de cheminées hydrothermales et une palette de composés chimiques susceptibles d'alimenter une forme de vie. En somme, elle se classe parmi les lieux les plus prometteurs du système solaire pour l'existence du vivant. Revenons maintenant 20 ans en arrière. Lors d'un survol, la sonde Cassini remarqua quelque chose d'inattendu, à savoir que la Lune projetait de fins jets de particules glacées depuis des fractures proches de son pôle sud. Les scientifiques comprirent plus tard que ces panaches provenaient d'un immense océan enfoui sous sa surface. Lorsque les chercheurs examinèrent les grains gelés issus de ces panaches, ils y détectèrent presque tous les éléments indispensables à la vie. Carbone, hydrogène, azote, oxygène et phosphore. Seul le soufre manquait à l'appel. Mais la plupart de ces échantillons provenaient de l'anneau E de Saturne, un vaste ensemble de glace et de poussière entourant la planète. Ces particules y demeuraient depuis des décennies, voire des siècles, et avaient sans doute été altérées par les radiations de l'espace. Dès lors, nul ne pouvait affirmer avec certitude que ces ingrédients du vivant provenaient bien d'Encelade elle-même. Mais la situation a désormais évolué. Une étude récente a confirmé que des grains de glace fraîchement projetés par Encelade renfermaient des molécules organiques, dont certaines comportèrent de l'azote et de l'oxygène. Voici comment les chercheurs l'ont établi. En 2008, la sonde Cassini a traversé l'un de ces geysers glacés et a été littéralement aspergée de minuscules particules. Celles-ci ont percuté son détecteur de poussière à la vitesse ahurissante de 18 km par seconde, une rapidité suffisante pour dissocier les molécules et permettre à l'équipe d'en dévoiler la composition réelle. Les scientifiques ont ensuite employé la spectrométrie de masse pour analyser en détail ces grains encore frais. Ils y ont identifié des molécules qui, sur Terre, prennent part à certaines réactions chimiques bâtissant les structures complexes nécessaires à la vie, y compris certaines susceptibles d'inclure de l'azote et de l'oxygène.
L'un des chercheurs a estimé que cette découverte démontrait vraisemblablement que ces molécules organiques complexes ne s'étaient pas formées dans l'espace, mais qu'elles provenaient tout droit de l'océan d'Encelade. Un autre scientifique a souligné que de telles molécules pouvaient jouer un rôle notable dans divers processus biologiques. Tout cela suggère qu'Encelade pourrait réellement être habitable. Toutefois, même en l'absence de vie, l'enjeu demeure considérable, car une question légitime surgirait alors. Pourquoi la vie n'apparaît-elle pas lorsque toutes les conditions semblent réunies? L'histoire ne s'arrête pas là. L'Agence spatiale européenne prépare déjà une mission visant à se poser sur Encelade, précisément à son pôle sud, afin de prélever d'autres échantillons et de comprendre ce qui se déroule sous l'immense couche de glace. Le lancement est prévu pour le début des années 2040. Ainsi, dans quelques décennies, nous pourrions enfin déterminer si cette minuscule lune glacée abrite des formes de vie étranges. Néanmoins, Encelade n'est pas l'unique lieu potentiellement habitable répertorié. Certes, les autres se situant bien au-delà des frontières de notre système solaire. Parmi eux figurent 3 possibles super-terres, orbitant autour d'une naine orange voisine. Le terme de super-terre désigne simplement des planètes plus massives que la Terre mais plus modestes que les géantes glacées telles qu'Uranus et Neptune. Des chercheurs de l'université d'Exeter ont établi que ces exoplanètes gravitaient autour de l'étoile HD 40UB488, distante d'environ 55 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est presque notre voisinage. Chacune décrit une orbite particulière. L'une effectue sa révolution en 7 jours terrestres, une autre en 38, et la dernière en 151. Fait remarquable, la planète la plus externe pourrait se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Cet intervalle privilégié, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, de sorte que l'eau liquide peut y persister sans bouillir ni geler. Cela implique que sa surface pourrait accueillir de l'eau, ce qui en fait une candidate prometteuse pour abriter la vie telle que nous la connaissons. Sur une décennie, l'équipe a recueilli près de 190 mesures d'une précision exceptionnelle grâce à un dispositif de pointe analysant la lumière émise par les étoiles. En observant si cette lumière se décale légèrement vers nous, ce que l'on nomme le décalage vers le bleu, ou s'en éloigne, le décalage vers le rouge, il devient possible de déterminer si une planète exerce une traction sur son étoile. L'étoile hôte est une naine orange, sorte de cousine plus discrète et plus stable de notre Soleil. Elle lui ressemble à bien des égards, mais émet moins de radiation que notre étoile naine jaune. Ce qui rend cette découverte remarquable, c'est que ce système figure parmi les plus proches jamais identifiés abritant une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile comparable au Soleil. Les super-Terres ne sont pas si rares, en vérité. Les scientifiques ont dénombré plus de 6000 exoplanètes depuis la découverte en 1995, de la première à orbiter autour d'une étoile semblable au Soleil. Pour détecter ces mondes éloignés, ils mobilisent une variété d'instruments, dont le télescope Kepler de la NASA, lancé en 2009 pour repérer des planètes analogues à la Terre au sein de la Voie lactée. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus fascinantes. Gliese 6/67 CSC se situe à seulement 22 années-lumière, ce qui représente tout de même quelques 207 000 milliards de kilomètres. Elle possède une masse environ 3,8 fois supérieure à celle de la Terre et gravite autour de sa naine rouge en 28 jours, si bien que son année est 13 fois plus courte que la nôtre. Son étoile, plus froide, la place probablement dans la zone habitable, bien que des éruptions stellaires occasionnelles puissent la rôtir de temps à autre. Kepler 22b, pour sa part, se trouve à plus de 600 années-lumière. Elle fut la première planète détectée par le télescope Kepler au sein d'une zone habitable. Mesurant environ 2,4 fois le diamètre terrestre, sa nature est incertaine. Rocheuse, fluide ou gazeuse. Son orbite rappelle celle de la Terre, puisqu'elle accomplit en 290 jours le tour de son étoile de type G, plus petite et plus froide que notre Soleil. Kepler 69c se situe à quelques 2700 années-lumière. Cette planète dépasse la Terre d'environ 70% en taille et accomplit son orbite en 242 jours, ce qui la place dans une position analogue à celle de Vénus au sein de son système. Or, l'étoile qui l'éclaire n'émet que 80% de la luminosité solaire. Les conditions à sa surface pourraient donc être sensiblement plus clémentes que celles de Vénus. TOI 733b, découverte en 2023, est distante d'environ 245 années-lumière et boucle son orbite en seulement 4,9 jours terrestres. Fait intrigant, elle pourrait être entièrement recouverte par un immense océan.
Pourrait-il abriter la vie? Seul le temps nous le dira. JJ 1214b se trouve à 40 années-lumière, une proximité notable à l'échelle astronomique. Son diamètre approche le triple de celui de la Terre et sa masse est environ 8 fois supérieure. Elle accomplit une révolution autour de sa naine rouge en 38 heures. Les températures de surface atteignent les 232 degrés. Et sous l'effet conjugué de cette chaleur et de la pression, l'eau y adopte des états singuliers, comme de la glace chaude ou de l'eau superfluide. C'est un phénomène spectaculaire, mais peu recommandé sur Terre, au risque d'une grave déshydratation. Proxima Centauri b est la super-Terre la plus proche, située à seulement 4 années-lumière. Sa masse est comparable à celle de la Terre, mais son année ne dure que 11,2 jours. L'étoile haute présente une légère oscillation due à l'attraction de la planète, c'est ainsi qu'elle a été détectée. Bien qu'elle occupe la zone habitable, la planète subit un bombardement d'UV intense en raison de sa très grande proximité avec son étoile, et nous n'avons pour l'instant aucun moyen d'étudier son atmosphère. Enfin, TOI 715b orbite une naine rouge, plus petite et plus froide que le Soleil. Ces étoiles favorisent donc la détection de mondes potentiellement habitables, car les planètes peuvent rester proches sans être brûlées. TOI 715b a peut-être possédé jadis une atmosphère très épaisse, comparable à celle de Neptune, mais elle semble en train de s'appauvrir. Des observations supplémentaires sont nécessaires pour savoir si elle est devenue un monde rocheux et aqueux. Quoi qu'il en soit, certains de ces corps pourraient abriter des océans, d'autres être excessivement chauds, et quelques-uns s'apparenter à nos lointains cousins cosmiques. Chaque découverte affine cependant notre compréhension du cosmos et pourrait, un jour, permettre que l'on foule l'une de ces super-terres. Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez. Vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple,
L'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons, et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagnes soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel.
les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservés. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Contemplez ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million. Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus anciens que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre.
Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5. Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange. Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois, il est préférable de ne pas s'en approcher, car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'1 tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'1 tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur, mais il préfère les eaux glaciales de l'océan austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promachocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan austral.
ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne. Un glaciologue de l'Université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, d'où vient ce bruit incessant ? Il est probablement causé par des vents puissants balayant les dunes glacées et générant ainsi des vibrations naturelles. Le sel donne un goût délicieux à nos chips et à notre popcorn. Mais ce n'est pas tout. On l'utilise dans des produits ménagers et industriels, dans les cosmétiques, les engrais, le traitement de l'eau et l'asphaltage des routes. Chaque année, environ 300 tonnes de sel sont produites dans le monde entier. Mais il y a un problème. C'est trop de sel pour notre planète. Vous voyez, le sel remonte progressivement à la surface à partir des roches océaniques situées en profondeur. Et ce processus est tout à fait équilibré, ou l'était, autrefois. L'homme est en train de bouleverser cet équilibre. Notre demande ne cesse d'augmenter et nous rejetons trop de sel dans les sols, dans l'air et dans la mer. Et si ce processus se poursuit sans contrôle, nous pourrions être confrontés à une menace existentielle. Oui, c'est vraiment grave. Et une étude récente menée par l'Université du Maryland le confirme. Il y a un phénomène connu sous le nom de « cycle naturel du sel ». Il existe depuis des milliers d'années. Le sel remonte naturellement par le biais du soulèvement géologique et de l'altération des roches. Par la suite, les roches se désagrègent et libèrent des ions de sel dans le sol. Certains de ces ions sont absorbés par les plantes et les organismes. D'autres sont emportés par les rivières qui les transportent vers les océans. Le sel pénètre également dans l'atmosphère par le biais de la poussière salée dans les régions sèches et des embruns dans les régions côtières. Le sel est essentiel pour l'homme, les animaux et les plantes, car notre organisme s'en nourrit. Pour faire bref, nous sommes un peu comme des systèmes électriques contrôlés par le sel. Le sol a besoin de sel pour rester compact. Les plantes en ont également besoin en petite quantité. Il permet à leur métabolisme de fonctionner correctement pour synthétiser la chlorophylle en quantité suffisante. Cependant, un excès de sel n'est pas une bonne chose. De nos jours, l'activité humaine perturbe le cycle naturel du sel, car nous en ramenons à la surface de la planète beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs après avoir combiné des données provenant de différentes sources, notamment l'annuaire des minéraux de l'US Geological Survey et les relevés mondiaux de la composition des cours d'eau et des mesures de salinité. Le principal facteur à l'origine de ces changements est l'extraction du sel nécessaire, notamment à l'industrie alimentaire. À cela s'ajoutent les pluies acides, qui accélèrent l'altération des roches. Ces facteurs accélèrent la production de sel à la surface de la planète. À l'heure actuelle, la concentration de sel dans le monde est trop élevée. Le sol, les plantes et les animaux ne sont pas en mesure de le consommer en totalité. Pire encore, certaines espèces essentielles ne peuvent pas survivre avec ce surplus de sel. Leur disparition modifie la biodiversité et pourrait entraîner l'apparition d'espèces invasives, telles que le roseau commun. Il s'agit d'une plante hôte qui envahit les zones côtières. Il y a aussi le zooplancton, une espèce océanique importante pour la régulation des algues, et qui est extrêmement sensible au sel. Si cette espèce commence à décliner, cela risque de perturber les réseaux alimentaires mondiaux. L'excès de sel transforme également les terres agricoles en friches. Des rapports récents ont montré qu'environ 13 millions de kilomètres carrés de terre sont déjà touchés. Il s'agit d'une superficie équivalente à 4 fois la taille de l'Inde. Dans certains pays, d'immenses zones deviennent infertiles à cause de cet excès. De plus, l'excès de sel est mauvais pour la santé. En effet, tout ce sel supplémentaire s'infiltre dans les eaux souterraines, les rendant trop salées pour la consommation humaine. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux personnes qui doivent suivre un régime alimentaire pauvre en sodium. Et je ne parle pas seulement du sel de table ou du chlorure de sodium. Non. D'autres sels à base de calcium et de magnésium s'infiltrent également généralement lors de la production d'engrais et de matériaux de construction. Cela nous donne un affreux cocktail chimique de différents sels provenant de diverses sources.
et les scientifiques ne connaissent pas encore les effets qu'un tel mélange peut avoir sur nous, les humains. Vous vous dites qu'il est peut-être temps de réduire votre consommation de sel? Bien, mais ne le supprimez pas complètement. Dans les années 30, le docteur Robert McCance, du département de médecine expérimentale de l'université de Cambridge, a demandé à 4 volontaires de se passer complètement de sel pendant 10 jours. Ils ont d'abord dû transpirer pour évacuer le sel qui restait dans leur corps. Ensuite, le scientifique a littéralement dessalé tout ce qu'ils étaient autorisés à manger et à boire. Peu après, les participants ont commencé à éprouver des sensations étranges. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de goût dans ce qu'ils consommaient. La situation s'est aggravée. Ils ont commencé à être fatigués, puis ils ont rapidement été trop épuisés pour se nourrir. Ils ont commencé à présenter des signes d'hyponatrémie. C'est lorsque la concentration de sodium dans le sang est dangereusement basse. Les cellules sanguines grossissent, le sang ne parvenant plus à réguler la quantité d'eau qu'une cellule doit consommer. Si ce problème n'est pas traité, il peut non seulement entraîner des crises d'épilepsie, mais aussi avoir des conséquences beaucoup plus graves. À la fin de la période d'essai, les participants ont reçu des aliments salés. Miraculeusement, en l'espace de quelques minutes, ils ont retrouvé le sens du goût et leur énergie s'est reconstituée. À vrai dire, tout ça est un peu terrifiant. Si c'est ce que représente 10 jours sans sel, imaginez la catastrophe qui se produirait s'il n'y avait plus de sel du tout. Nous ne tiendrions pas longtemps, c'est certain. Et ce serait un drame sans fin non seulement pour nous, mais aussi pour les plantes et les animaux. Car ils ont autant besoin de sel que nous. Si nos océans perdraient soudainement tout leur sel, les algues sous-marines disparaîtraient, ce qui réduirait presque de moitié la photosynthèse sur la planète. Les plantes terrestres suivraient le mouvement. Peu après la disparition du sel, nous serions donc confrontés à un problème de taille. Trop de dioxyde de carbone et pas assez d'oxygène. Notre climat commencerait à fluctuer, avec des températures extrêmement chaudes et froides, et les ouragans deviendraient incroyablement puissants et détruiraient tout sur leur passage. Heureusement, nous avons encore du sel dans nos magasins, et son cycle naturel pourrait redevenir plus ou moins stable. L'humanité connaît et utilise le sel depuis la nuit des temps. On l'utilisait par exemple pour les offrandes et la conservation des momies dans l'Égypte ancienne. C'était un produit de valeur que s'échangeaient les Phéniciens et les autres peuples du pourtour méditerranéen. Dans la Chine ancienne, les gens connaissaient plus de 40 types de sel qu'ils utilisaient à des fins médicinales. Dans l'Europe médiévale, Venise est devenue puissante grâce à son monopole sur le sel. Sa production et son transport ont favorisé l'apparition de nouvelles villes et la construction de routes. Salzbourg, la ville du sel, en Autriche, en est un excellent exemple. Aujourd'hui encore, le sel continue de nous surprendre. Par exemple, des chercheurs de la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de l'Université de Miami ont récemment découvert de rares bassins de saumure en eau profonde dans le golfe d'Aqaba. Il s'agit d'une extension septentrionale de la mer Rouge. Ces lacs salés sous-marins pourraient nous révéler le secret de la formation des océans il y a des millions d'années. Ils pourraient également nous donner des indices sur la vie extraterrestre. Les bassins de saumure font partie des environnements les plus extrêmes sur Terre, et pourtant, malgré leur salinité ultra élevée, leur chimie quelque peu exotique et leur absence totale d'oxygène, ils regorgent de vie. Des chercheurs ont même trouvé des molécules bioactives dotées de propriétés potentiellement anticancéreuses dans les microbes des bassins de saumure de la mer Rouge. Ces bassins dépourvus d'oxygène sont situés près de la côte et pourraient contenir des informations sur les tsunamis, les tremblements de terre et les crues soudaines qui ont eu lieu dans le golfe d'Aqaba il y a des milliers d'années. Le sel était même arrivé dans l'espace. Enfin, en quelque sorte. La Lune est comme une comète qui traverse le cosmos. Notre satellite naturel possède une fine queue de matière irradiée que notre planète traverse directement une fois par mois. Or, selon une étude publiée dans la revue JJR Planets, cette queue lunaire serait constituée de millions d'atomes de sodium. Et comme vous le savez déjà, la formule chimique du sel est le chlorure de sodium. Ces atomes sont expulsés du sol lunaire par des météorites, puis poussés à des milliers de kilomètres en aval par le rayonnement solaire. Plusieurs jours par mois, lorsque la nouvelle lune se trouve entre la Terre et le Soleil,
La gravité de notre planète entraîne cette queue de sodium dans un long faisceau qui s'enroule autour de notre atmosphère. La queue elle-même est inoffensive et invisible à l'œil nu. Mais pendant ces quelques jours, les télescopes les plus puissants peuvent en détecter la faible lueur orange dans le ciel. Le désert du Sahara est immense. Il occupe 8% du territoire mondial. Il est plus grand que les États-Unis ou la Chine. Mais étonnamment, le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. C'est le troisième, derrière l'Antarctique et l'Arctique. Mais c'est sans aucun doute le plus chaud. Les températures y avoisinent les 57 degrés. Cet endroit possède certaines des dunes de sable les plus incroyables que vous verrez jamais. Elles atteignent 450 mètres de haut. Mais le hic, c'est qu'il existe un risque réel que ces dunes continuent de s'étendre et finissent par recouvrir la Terre entière. Curieusement, l'influence du Sahara s'étend bien au-delà de ses frontières. Sa poussière, transportée par des vents puissants, se ferait un chemin jusqu'au Royaume-Uni et à travers le continent européen, en particulier en hiver. Cette poussière, qui se dépose sur le sol lorsqu'il pleut, offre un spectacle familier aux Britanniques, dont les voitures sont souvent recouvertes d'un résidu rouge. Ce lien entre le Sahara, l'Angleterre et l'Europe nous rappelle la portée mondiale des phénomènes environnementaux. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas si grave, mais l'Europe pourrait se transformer en désert, avec des sols infertiles et des habitants privés de nourriture. La terre est un élément fondamental de l'existence humaine, tout aussi essentiel que l'eau et l'air. Sans elle, nos paysages seraient mornes et arides. Le désert du Sahara a déjà franchi la Méditerranée, ce qui est inquiétant et pourrait changer le paysage à jamais. Un cinquième de l'Espagne a déjà été transformé en désert. La prochaine victime sera l'Italie, également confrontée au problème de la désertification. En fait, presque tous les pays européens sont touchés par ce problème. Selon l'expert Maurizio Sciortino, cette terre qui n'a pas changé depuis près de 2000 ans deviendra essentiellement de la roche, et les gens qui y vivent disparaîtront. 60% de la terre de Moldavie a disparu, et le problème s'étend déjà au-delà de la mer Noire. Il a atteint la Chine et la Mongolie, à des milliers de kilomètres du Sahara. Tout cela entraîne des pertes d'environ 4 milliards de dollars par an. La menace est si importante que même les Nations Unies ont commencé à mobiliser des ressources pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. L'Italie envoie de l'aide à l'Afrique pour stopper l'expansion du désert. Si ce processus ne s'arrête pas dans les 10 prochaines années, des millions de personnes seront contraintes de quitter leur foyer. Le désert du Sahara s'étend d'environ 48 km par décennie. Faites le calcul, et vous saurez combien de temps il lui faudra pour recouvrir l'Europe entière. Depuis 1920, le Sahara s'est étendu d'environ 10%. Mais tout espoir n'est pas perdu, car plus de 172 pays se sont unis pour mettre un terme à la désertification du monde. Le Programme alimentaire mondial a pour objectif d'aider à la revégétalisation de la terre qui occupait autrefois le Sahara. Lorsqu'ils ont fait part de leur projet aux habitants de cette grande région, ces derniers leur ont ri au nez en leur disant que c'était impossible. Mais lorsque vous avez un objectif précis en tête, l'impossible devient possible. Si nous retournions environ 5000 ans en arrière, nous trouverions là une belle forêt avec des arbres et une verdure luxuriante. Cela fait 2000 ans que le climat de l'Afrique change, et toute la végétation du Sahara a aujourd'hui disparu. Cette évolution est liée à la rotation de la Terre et aux moussons qui apportent de l'eau à ce continent aride. Mais avec l'aide des scientifiques et quelques astuces, nous pouvons faire revenir tout ce vert et stopper l'avancée du désert. Le fleuve Sénégal sert de frontière entre le désert du Sahara, le Sénégal et la Mauritanie. Lorsque vous observez cette zone depuis l'espace, vous constatez que le désert s'étend bien jusqu'au Sénégal. La végétation, le long des berges du fleuve, est pratiquement inexistante. Les forêts peuvent servir de barrières, elles empêchent les vents d'emporter le sable et le désert de s'étendre. Des efforts ont été déployés pour créer un grand mur vert, et la manière d'y parvenir est assez impressionnante. Pendant plus de 40 ans, rien n'a poussé dans la zone actuellement restaurée, ce qui a poussé les habitants à trouver d'autres endroits où vivre. Et puis on a compris que la terre pouvait être remise en état. Les gens ont été enthousiasmés. Ils se sont engagés à fond et ont appris à travailler le sol et à cultiver des aliments. À l'heure actuelle,
plus de 300 km² ont été restaurés et transformés en de nouveaux espaces verts. La région du Sahel est le point de départ de la désertification. Et il est crucial d'établir d'abord un mur vert dans cette zone. La réalisation de ce mur n'a rien de sorcier. Il suffit de quelques mesures simples. Le sol y est littéralement cuit par le soleil et est aussi dur qu'un bloc de béton. Si vous avez déjà versé de l'eau sur du béton, vous savez qu'elle s'écoule. Elle ne reste pas au même endroit. On a donc dû créer des structures en demi-lune capables de retenir l'eau afin que des plantes puissent pousser. Lorsque vous découvrirez le fonctionnement de ces demi-lunes, vous vous direz peut-être « Mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?» En fait, cette technique est ancienne et a déjà été mise en œuvre au Sahel. Mais le temps passant, les peuples l'ont oublié. Lorsque la pluie tombe, l'eau est recueillie dans ces demi-lunes placées un peu plus bas que le sol, sous les courbes de niveau. Il y a aussi une sorte de talus à l'extrémité de la forme. Il empêche l'eau de déborder. Et au milieu, il y a des plantes. Elles prospèrent, car elles disposent de toute l'eau dont elles ont besoin. Il est essentiel de cultiver des plantes locales qui sont habituées aux conditions difficiles de la région, comme le sorgho et le millet. Ces plantes survivent depuis des milliers d'années et produisent de grandes quantités de biomasse, ce qui signifie que la terre peut être réhabilitée plus rapidement et que les gens auront de la nourriture plus tôt. L'eau qui pénètre dans les demi-lunes ne se perd pas. Elle pénètre dans le sol et alimente les nappes phréatiques. Ainsi, l'eau présente dans le sol ne s'épuisera jamais et les générations futures disposeront d'eau potable. Mais cette technique géniale ne se limite pas aux demi-lunes. Les gens tracent également des lignes pour y planter divers légumes, tels que des tomates. Ensuite, il y a des endroits réservés aux arbres, citronniers et orangers, par exemple. Après une longue et chaude journée, rien n'est meilleur qu'une bonne limonade fraîche. Les arbres protégeront également les sols, et avec un peu de chance, il y aura un jour une nouvelle forêt dans le désert du Sahara. La méthode consiste à suivre la dynamique propre aux forêts. On commence avec de petites plantes, puis on passe progressivement à des plantes plus grandes, plus utiles que les petites. L'objectif, planter plus de 10 000 arbres. En ce moment, de nombreuses personnes quittent le Sahara après la saison des pluies. Elles se rendent dans les villes ou quittent tout simplement l'Afrique. À cette époque de l'année, les villages sont déserts. On n'y trouve que des animaux. La plupart des gens sont partis. Peut-on le leur reprocher? Personne ne peut vivre dans le sable, où rien ne pousse. Heureusement, grâce à toutes ces anciennes techniques retrouvées, nombreux sont ceux qui, lentement mais sûrement, retournent sur leur terre pour y développer l'agriculture. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hiver rigoureux, et les plantes poussent 12 mois par an. Les gens peuvent donc disposer de nourriture toute l'année. Les gens sont aussi plus sociables maintenant que les villages se repeuplent. Si ce projet fonctionne, l'Afrique sera sauvée et le monde ne se transformera pas en un gigantesque désert. La NASA se lance dans la quête des sphères de Dyson. En effet, il a été constaté que 60 étoiles présentèrent des motifs lumineux inhabituels, ce qui pourrait indiquer la présence potentielle d'une technologie extraterrestre à proximité. Une équipe de chercheurs a mis au point une nouvelle méthode pour détecter les civilisations avancées en recherchant des sphères de Dyson. Toutes les formes de vie, qu'il s'agisse de simples microbes ou de l'humanité, ont besoin d'énergie pour subsister. À mesure que les espèces évoluent, leurs besoins énergétiques augmentent. Nous avons d'abord utilisé le feu, puis le charbon et le pétrole, avant de passer aux panneaux solaires. Imaginez à présent une civilisation extrêmement avancée, ayant épuisé toutes les sources d'énergie disponibles sur sa planète. Quelle pourrait être la solution suivante? Leur étoile haute, qui constitue une source d'énergie presque infinie. C'est ici qu'intervient le concept des sphères de Dyson, proposé par le physicien Freeman Dyson dans les années 60. Ce concept envisage la construction, en théorie, d'une structure gigantesque autour d'une étoile afin de capter son énergie, à l'image d'un immense panneau solaire. Une telle technologie pourrait permettre à des civilisations avancées de subvenir aux besoins énergétiques de leur planète et même d'alimenter des voyages interstellaires. À l'heure actuelle, un tel projet demeure hors de portée pour l'humanité. Toutefois, il est envisageable qu'une autre civilisation dans l'univers ait déjà réussi à le concrétiser. Les scientifiques ont collecté une quantité considérable de données issues des relevés d'étoiles, analysant plus de 5 millions d'objets pour identifier quelques candidates potentielles.
mais il va de soi que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser des technologies radicalement différentes. Ainsi, au lieu de chercher d'immenses structures autour des étoiles, les astronomes se concentrent sur la recherche de technosignatures. Ces indices sont des phénomènes inhabituels susceptibles de signaler une activité technologique qui ne peut être attribuée à des sources naturelles connues, telles que les galaxies ou les nébuleuses. Par exemple, une structure comme une sphère de Dyson pourrait émettre un rayonnement infrarouge atypique en raison de la chaleur considérable qu'elle dégagerait en absorbant l'énergie d'une étoile. Parmi les millions d'objets étudiés, 368 ont été retenus comme candidats potentiels, et un filtrage plus strict n'a permis d'en conserver que 7 qui pourraient correspondre à des sphères de Dyson. D'ordinaire, de tels scintillements infrarouges inhabituels résultent d'événements violents dans l'espace, tels que des collisions planétaires qui dispersent de la poussière et des éclats en fusion tout en produisant des motifs lumineux irréguliers appelés disques de débris. Les chercheurs estiment que ces 7 objets pourraient être des étoiles de type M, connues sous le nom de naines rouges, lesquelles sont plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, qui est une naine jaune. Les étoiles de ce type n'ont généralement pas de poussière ou de débris en orbite autour d'elles. Cependant, des analyses supplémentaires, notamment une étude approfondie de la lumière émise, sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Une autre étude a identifié 53 étoiles présentant un excès de rayonnement infrarouge similaire, qui doivent également être examinées de près. Les scientifiques envisagent d'utiliser des instruments sophistiqués, comme le télescope spatial James Webb, pour analyser en détail l'ensemble de ces candidates. Une candidate particulièrement célèbre est l'étoile de Tabi. Les scientifiques lui ont même attribué un surnom comique, inspiré du sous-titre de l'article qui lui était consacré. Where's the Flux? À vous d'imaginer l'acronyme. Cette étoile est un peu plus chaude et massive que notre Soleil. Elle a retenu l'attention de la NASA en raison de ses variations de luminosité inhabituelles et irrégulières. En effet, au lieu de briller de manière stable, elle semble clignoter, à l'image d'une lampe torche qu'on allumerait et éteindrait tour à tour. Au premier abord, on pourrait penser que cela est dû au passage d'une grande planète ou d'une comète devant l'étoile. Cependant, les baisses de luminosité atteignent jusqu'à 22%. Aucune planète ne serait capable de masquer un quart de la lumière d'une étoile, d'où la nature intrigante du phénomène. Une autre hypothèse avance l'idée d'une sphère de Dyson, ou d'une mégastructure similaire. Certains ont également suggéré que ces variations pourraient être dues aux fragments d'une exolune désintégrée en orbite autour de l'étoile. Bien que d'autres astres présentent des phénomènes comparables, aucune preuve tangible ne permet de confirmer ces théories. Pour l'instant, les scientifiques demeurent dans l'incertitude. Les astronomes sont donc en quête de toute structure gigantesque susceptible d'exister. Les formes que pourrait prendre une sphère de Dyson sont multiples. Anneaux, bulles, essaims de satellites, coquilles gigantesques et bien d'autres encore. Une coquille de Dyson, par exemple, consisterait en une enveloppe rigide entourant totalement l'étoile. Cette option représente la solution la plus extrême et aussi la plus complexe à réaliser. Si une civilisation avancée avait effectivement construit une telle structure, celle-ci bloquerait complètement la lumière de l'étoile, la rendant invisible à nos yeux. La surface intérieure de cette coquille pourrait être aménagée en habitat, et la gravité pourrait être simulée en faisant tourner l'ensemble de la structure autour de l'étoile. Un essaim de Dyson, en revanche, serait l'option la plus accessible. Un réseau de satellites et d'habitats collectant l'énergie en orbite autour de l'étoile. Cet environnement pourrait s'avérer des plus agréables, les habitants vivant dans un ensemble de stations spatiales ou de petites maisons dispersées au sein de l'essaim. Chaque habitat aurait son propre système de subsistance, avec l'air, la gravité artificielle et les infrastructures nécessaires. Il serait également possible d'y faire pousser des cultures. Et la vue serait spectaculaire. Un ciel toujours lumineux, constellé d'autres habitats visibles à travers l'immensité. Avec l'énergie presque illimitée d'une étoile à disposition, nous pourrions accélérer notre développement, produire d'immenses quantités de matériaux et même terraformer des planètes du système stellaire. Mais la construction et l'entretien d'une sphère de Dyson nécessiteraient des technologies de pointe en robotique et des ressources financières colossales. Un tel projet demanderait des siècles, voire des millénaires, avant d'être concrétisé. Les mégastructures ne sont pas les seules pistes explorées par les scientifiques dans leur quête de vie extraterrestre. Les planètes sont également scrutées avec attention. Pour être considérées comme des habitats potentiels, les planètes doivent présenter certaines caractéristiques.
Il faut notamment la présence d'eau liquide, ainsi qu'une source d'énergie capable de déclencher les réactions nécessaires à la formation des éléments constitutifs de la vie. Il s'avère que ces conditions ne sont pas particulièrement rares. Nos recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de 60 milliards de planètes potentiellement habitables rien qu'au sein de la Voie lactée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de les observer directement ni d'y envoyer de mission. Il nous faut donc recourir à des stratagèmes, comme détecter la présence d'eau et de certains gaz propices à la vie dans leur atmosphère. Récemment, le télescope spatial James Webb a détecté des indices pouvant suggérer la présence de vie sur une planète nommée K2-18b, relativement proche, à environ 120 années-lumière de la Terre. Cette planète est 9 fois plus grande que la nôtre et possède des nuages d'eau liquide, bien que son atmosphère soit différente, avec des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure de diméthyle. Une forme de vie nécessitant de l'oxygène aurait du mal à y prospérer, mais sur Terre, ce sulfure est principalement produit par des organismes vivants comme le phytoplancton. Les scientifiques ont également découvert que des planètes aux orbites inhabituelles et ondulantes pourraient révéler la présence de civilisations extraterrestres avancées. Dans notre système solaire, chaque planète suit son propre chemin orbital, mais l'univers réserve bien des surprises. Selon les modèles, il pourrait exister des planètes partageant la même orbite, à condition qu'elles soient disposées de manière uniforme autour de l'étoile, ce qui limiterait leur influence gravitationnelle mutuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la configuration en fer à cheval, où les planètes accélèrent et ralentissent les unes par rapport aux autres, adoptant des trajectoires sinueuses. Ces systèmes en fer à cheval pourraient accueillir jusqu'à 24 planètes. Cependant, ce type de configuration, bien que théoriquement possible, reste très improbable sans une forme d'intervention. Normalement, la gravité déstabiliserait de tels systèmes en un rien de temps. Ainsi, la découverte d'un système stellaire où 24 planètes partagent la même orbite pourrait suggérer l'implication d'une civilisation avancée. Il se pourrait aussi que des civilisations extraterrestres tentent de nous contacter directement. La recherche d'intelligence extraterrestre a débuté dans les années 60, quand l'astronome Frank Drake a commencé à capter des signaux radio en provenance de l'espace. Aujourd'hui, cette quête continue. Les astronomes restent à l'écoute des radiations parasites, ces ondes radio émises accidentellement dans l'espace par des activités courantes. Récemment, des ondes radio ont été détectées en provenance de EYZ-Ceti b, une planète située à seulement 12 années-lumière. Cela laisse supposer l'existence d'un champ magnétique essentiel pour protéger la vie des radiations solaires. Cependant, EYZ-Ceti b est probablement trop proche de son étoile pour être habitable. Il existe de nombreux endroits d'où un tel signal pourrait provenir. En effet, il y a 1 millier de systèmes stellaires dans notre galaxie, depuis lesquels il est possible de nous observer. Toutes ces étoiles bénéficient d'une vue privilégiée sur la Terre lorsqu'elles passent devant le Soleil, facilitant la détection de notre planète par d'éventuels astronomes extraterrestres. Ainsi, plus d'1 millier de systèmes stellaires pourraient être en train de nous observer à cet instant. Si nous les étudions attentivement, nous pourrions peut-être un jour trouver des preuves d'une vie intelligente qui nous observe en retour. En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts.
Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes s'est avérée difficile. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires.
si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune. Ils pourraient transformer ces organismes et ensemencer en corps céleste. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenante dit que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repérée plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile.